Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 20h, le mercredi à 17h et le dimanche à 10h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Lorsqu'Amandine et Benoît se rencontrent, leur goût pour le voyage et leur envie d'ailleurs ne peut que les réunir. Mais pas que. La curiosité d'Amandine pour la culture asiatique est alors encore plus attisée par les origines de Benoît, dont les parents sont sino-cambodgiens. Ensemble, on revient sur leur rencontre, mais aussi sur leur mariage qu'ils ont tenu à faire dans les traditions chinoises. Amandine nous fait découvrir la Chine et le Cambodge, qu'elle a visité à plusieurs reprises en compagnie de Benoît, pour lesquels elle a eu de véritables coups de cœur. Enfin, Amandine nous raconte comment ils transmettent ses origines sino-cambodgiennes et françaises à leur petite Anaë, âgée de 4 ans. Mais aussi ce lien fort qui s'est tissé entre elle et ses grands-parents, pour qui les liens familiaux sont véritablement sacrés. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Amandine! Coucou! Bienvenue dans le podcast. Merci à toi de nous avoir invités, de m'avoir invité, puisque Benoît n'est malheureusement pas là. Bah écoute, ça me fait super plaisir que tu aies répondu positivement à mon invitation. En plus, on va parler du Cambodge et de la Chine. C'est pas forcément des destinations que j'ai eu l'occasion de faire régulièrement dans le podcast, donc c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de pouvoir élargir un peu le panel de destinations. Mais je vais commencer par te demander de te présenter pour les personnes qui nous écoutent, donc nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens en France, et puis nous dire en 2-3 mots ce que tu fais dans la vie. Ok, alors je suis Amandine, j'ai 35 ans. Je suis chargée de projet avec une formation de juriste dans le social et le médico-social. Je travaille actuellement dans une association nationale qui œuvre notamment dans les territoires ruraux. Et à côté, j'ai une deuxième activité depuis 2015, donc avec Benoît, mon mari, qui est le blog Les Love Trotters, surtout dédié au voyage. Ok. Eh bien, écoute, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais beaucoup que tu nous en dises un petit peu plus sur l'origine de ta passion du voyage. Comment est-ce que ça t'est venu, cet amour pour le voyage ? Alors cet amour est vraiment venu avec Benoît, que j'ai rencontré quand j'avais 21 ans, donc et puis j'ai pas précisé d'où je venais. En fait, je suis originaire du Nord, mais depuis plus de 15 ans, je vis en Île-de-France, donc en Seine-et-Marne avec Benoît. Et c'est vraiment grâce à Benoît, qui a 7 ans de plus que moi, que j'ai pu découvrir le voyage, parce qu'auparavant, j'avais fait peut-être un voyage, on va dire, en tour opérateur au Maroc, et c'est vraiment avec Benoît, les week-ends en Europe, qu'il m'a mise un peu sur le pied à l'étrier sur les voyages, et il avait plus de facilité que moi à voyager parce qu'il était plus vieux, il avait déjà un métier, donc des finances qui pouvaient aussi permettre de voyager. Moi j'étais encore étudiante, donc cette passion est vraiment commune avec Benoît, et au fur et à mesure, donc on a voyagé avec des amis, en amoureux, et ça a toujours ça a continué depuis plus de 15 ans, et voilà, c'est une passion qui est vraiment commune à tous les deux. Ah, c'est génial, ouais, elle est vraiment née avec cette rencontre que tu as faite avec Tout à Benoît. Fait. Et comment Ouais, vous êtes rencontrés alors avec Benoît ? Alors, pas du tout en voyage, il n'y a rien de très de sexy d'ailleurs dans notre rencontre. C'est moi j'étais dans un petit patelin du Nord, Benoît en Île-de-France, donc c'est grâce à Internet. Ah ouais.
Ouais, et vraiment, moi j'ai fait 15 ans de karaté. Ma chambre d'ado, elle était sur le thème de la Chine et du Japon. J'ai même un tatouage chinois que j'ai réalisé à 19 ans. Mais voilà, je recherchais pas absolument un asiatique, un chinois. En plus, à cette époque, il y a 15 ans, il y en avait vraiment très peu. Dans le Nord, maintenant, il y en a un peu plus parce qu'il y a aussi une communauté qui s'est installée. Mais voilà, sur Internet, sans forcément à tout prix chercher un asiatique, mais c'est tombé sur Benoît qui est d'origine chinoise. Ok, bah, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus peut-être sur les origines de Benoît? Alors Benoît, il est d'origine chinoise, donc il est né en France, hein, comme son frère. Bon, sa sœur, l'aîné est né au Laos, mais ses parents donc sont aussi d'origine chinoise, mais ce sont des Chinois du Cambodge, parce qu'en fait, il y a une grosse communauté qui s'est installée, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est, Laos, Thaïlande, Cambodge, et donc la famille de Benoît s'est installée au Cambodge. Donc je crois que ça remonte aux grands-parents de Benoît. Donc les parents de Benoît sont nés au Cambodge et ont travaillé jusqu'à leur trentaine d'années au Cambodge. Et c'est avec à cause du génocide des Khmers rouges qu'ils ont fui le Cambodge. Ils ont fait plusieurs pays. Il me semble qu'ils ont fait le Laos et ils sont retournés en Thaïlande. Et ils ont été en fait avec l'UNESCO envoyés de Thaïlande en France. Donc voilà les origines chinoises, mais vraiment aussi avec un pays de naissance et de vie qui est le Cambodge. Mais alors toi, tu faisais du karaté là, comme tu me dis, depuis 12 ans, donc tu t'intéressais quand même un peu à l'Asie, à la Ah culture moi ça me fascinait, asiatique. ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Je regardais pas forcément des films de Jackie Chan ou de Kung Fu, mais j'ai toujours aimé les arts martiaux, les paysages. Quand je voyais à l'époque, je tenais un Skyblog. Je crois que j'étais ado, c'était l'époque où on Oh, avait les tous notre, skyblogs. voilà. Et j'ai encore je crois qu'il fait 110 pages, c'était un peu comme le journal Oh non. intime, et j'y retourne, enfin j'ai encore l'adresse, j'envoie l'adresse vraiment que aux copains ou à l'entourage pour vraiment se marrer, et en fait à cette époque-là, je mettais plein de photos de Chine, du Japon, je me suis relue, et c'était noté, je rêve d'aller à Tokyo, Kyoto, en Chine, et c'était, voilà, j'ai toujours été fascinée par ce côté un peu mystique, religieux, et puis les paysages, voilà, aussi assez fascinants et diversifiés que l'Asie. Donc je sais pas l'expliquer, mais c'est venu peut-être avec le karaté que j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Je pense que c'est peut-être voilà, à ce moment-là, les Karate Kid notamment, les fameux Ah mais films, oui, voilà, c'est vrai. Oh là là, dis voilà, donc, c'est les références. voilà, c'est ça. Mm. Benoît, il a un lien fort avec ses origines. Est-ce que il a souvent voyagé justement en Chine, au Cambodge, avant de Alors, te rencontrer? ouais, en fait, avant de me rencontrer, notamment ses parents les envoyaient, hein, les enfants, prendre des cours de chinois, mais à Taïwan. Ils partaient un mois l'été, ils partaient à Taïwan pour prendre des cours de chinois. Donc, sa sœur et son frère, voilà, on fait ces voyages-là. Bon, ils en gardent de super souvenirs parce que voilà, ils sont une bande de jeunes et voilà, c'était au-delà de l'apprentissage de la langue parce que Benoît parle un dialecte en fait avec ses parents et le mandarin, il le parle peu ou quasiment pas avec ses parents. Donc voilà, en règle générale, les familles chinoises qui vivent en France envoient leurs enfants pratiquer et apprendre le chinois, notamment dans un pays d'Asie. Donc il a fait ses voyages en Taïwan et je crois qu'avant moi, il a dû retourner peut-être une fois ou deux en Chine, pareil pour, on va dire, des séjours un peu studieux, mais jamais en voyage découverte, voilà, plutôt Ok. studieux. Et donc, quand tu as rencontré ses parents, sa famille, c'était comment les premières fois? Alors, il m'a pas présenté tout de suite. Il a attendu que la relation soit vraiment sérieuse et Ouais. qu'elle tienne. Donc, je crois qu'il m'a présenté au bout d'un an.
Et ça s'est bien passé. Alors moi, j'avoue que je peux avoir du caractère, mais je suis assez fascinée par les traditions, par les coutumes. Donc on va dire que je vais plutôt me plier un peu à la façon de faire des personnes qui ont une culture différente. Et puis bon, comme c'était la première rencontre, voilà, j'étais quand même un peu impressionnée. Donc en fait, ça s'est super bien passé. Bon, pour dire pour dire aussi, ils auraient aimé quand même que Benoît soit avec une chinoise. Pourquoi? Ah oui, ok. euh, Parce qu'en fait, sa grande sœur est mariée à un Français d'origine de Marseille, donc pas spécialement d'Asie. Son frère, donc mon beau-frère, est marié aussi avec une Française de confession juive. Donc pour le Ah dernier, parce que oui. Benoît c'est le petit dernier, je pense qu'ils auraient bien aimé être en lien avec une famille chinoise. Pas forcément que la fille soit chinoise pour qu'elle soit chinoise, mais parce que je pense que le lien aussi entre familles d'une même origine, ça pouvait peut-être leur manquer. Et au final, franchement, j'ai été super bien accueillie. Le plus important pour eux, je pense, c'est ce qui a participé au fait que ce soit bien passé, c'est que voilà, j'étais plutôt en retrait, pas à juger ou avoir des postures qui pouvaient les braquer. Et surtout, on pourra en reparler, mais la valeur du travail est hyper importante en Asie, et le fait que j'ai fait des études, que j'ai un bac+5 ou une fac de droit, ça les rassure en quelque sorte. Parce que tous les enfants ont fait des études, tous les compagnons de ses frères et sœurs ont fait des grandes études. Donc le fait qu'ils me présentent en disant voilà, c'est une fille qui a un bac+5 en droit, qui est voilà, après c'est des valeurs propres surtout aux parents de Benoît, mais la valeur travail, elle est hyper importante. Donc ça s'est bien passé parce que on va dire je cochais les quelques cases qui leur allaient bien, quoi. Est-ce que rapidement, Benoît, il a envie de te faire découvrir un peu le Cambodge, la Chine Alors le Cambodge non, parce on l'a visité ensemble, et c'est vrai que les parents de Benoît, et ça je pense que c'est propre à beaucoup d'Asiatiques qui ont vécu aussi le génocide, parlent très peu en fait notamment du Cambodge et de la Chine. Euh, c'était plutôt en fait, moi j'ai été en Chine la première fois avec toute la famille, avec la belle, voilà, on était, je crois, 12 ou 15 parce qu'il y avait des amis qui se sont greffés. Mais c'était pas tant une envie de Benoît de me faire découvrir la Chine, parce que lui, en fait, il a été élevé, même s'il il a été élevé dans une famille chinoise, à la chinoise, il a quand même fait des études. Et donc, pour moi, à mon sens, hein, il est quand même français, quoi. C'est pas un Je Chinois de comprends. Chine. Quand on va en Chine et qu'on découvre les Chinois de Chine, On voit je une trouve différence. on voit une différence. Donc lui, pas tant que ça attaché à me faire découvrir Ah ouais, ok. ouais, c'est étonnant, sa culture, même si dans ses amis, voilà, il a beaucoup d'amis asiates, mais pas que. C'est plutôt moi qui étais en demande de découvrir cette culture-là. Mais c'est aussi plutôt les parents de Benoît qui aiment bien parler des coutumes, des cultures, des traditions. Un peu moins Benoît qui, voilà, est né en France, a fait des études. Bon, il a été élevé à la chinoise, mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, il a plus, enfin, Benoît a vraiment le comportement d'un Français, d'un Européen, et pas d'un Chinois de Chine, quoi. Et donc là, ce voyage en Chine dont tu me parles, c'était la première fois où toi t'allais en Chine. Ouais, première fois. Le fait que ce soit en groupe, c'était pas mal parce qu'on s'est tous bien marrés aussi, à goûter des trucs Ah un ben peu, oui. voilà. Donc on s'était vraiment bon enfant, et on est parti. Alors on est parti combien de jours? On est parti 15 jours. Il me semble que c'était en 2011 parce qu'on est retourné 2 ans après. Donc ouais, 2011, premier voyage où en fait les parents de Benoît ont un pied-à-terre en Chine, et donc qui est au sud de Canton, à 1 heure et demie de Canton. Donc en fait on a fait, alors il n'y a pas tant de choses à découvrir parce que là-bas c'est vraiment la Chine, enfin la Chine hors tourisme, enfin il y a pas grand chose à visiter, faut faire pas mal de routes. Du coup on a été à Hong Kong, on a fait Macao, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre, et c'est tout, je pense. Pour le premier voyage on avait fait ça, et on a vu on a fait quelques activités
autour de là où vivent les parents de Ben, parce que les parents de Ben, avant le Covid, allaient 4-5 mois en Chine, en fait de novembre à février. L'hiver ici, voilà, ils partaient en Chine. Donc on en profitait souvent quand ils étaient en Chine entre novembre et février pour y aller. Et tes premières impressions, toi, alors, parce que par rapport à ce que toi tu imaginais, etc. Quand même je savais que c'était pas du tout les rizières, les montagnes, parce que c'est une région qui est un peu loin de voilà des images un peu de toute beauté qu'on peut avoir de certaines provinces de Chine. Et en fait, c'est une ville, en fait, c'est une méga ville. D'ailleurs, on l'a revisité 2 ans après, ça pousse comme des champignons les buildings, donc des hôtels, des immeubles partout, très très moderne. Par contre, en 2011, et comme c'est un coin qui est pas du tout touristique, et qu'on était arrivé avant que les belles-sœurs, beaux-frères et des amis arrivent, je crois qu'on est arrivé 2-3 jours avant, je me suis pas mal baladée donc, avec Benoît et ses parents, et en fait là-bas ils se donnaient tous des coups de coude, où ils se retournaient tous sur moi parce que j'étais la seule européenne, blanche on va dire, et ça fait bizarre parce que c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti, et vraiment les gens se retournaient, se donnaient des coups de coude. J'avais été chez le coiffeur, il me touchait les cheveux délicatement, même ma peau, pourtant j'ai vraiment une peau pas belle du tout, hein. Et là-bas ils étaient là, oh là là, votre peau, parce que bon, j'ai profité un peu des instituts chinois qui sont assez rudes du coup, mais ouais, c'est surtout ça qui m'a marqué, des villes de millions d'habitants avec des immeubles partout, quand même avec des marchés locaux qui ont rien à voir avec nos marchés, où la viande elle est exposée à l'air, voilà, où il y a des odeurs propres aussi à la cuisine chinoise, mais c'est vraiment plus en voyageant, après en bougeant à Macao, à Hong Kong, qui reste quand même très moderne, hein, que bon, j'ai pu voir qu'il y a des choses chouettes aussi dans les villes, comme à Macao, à Hong Kong, mais c'est vraiment plus le voyage, le dernier voyage en Chine qui a été sublime, quoi, et dans le Yunnan. Mais voilà, ça c'est le 3e voyage. Entre-temps, on est retourné en Chine en 2013 pour le mariage. Clairement pas pour visiter, mais pour le mariage, pour acheter une robe chinoise. Ah ouais, carrément. Ouais, voilà. Donc c'est plus pour m'imprégner. Ces 2 premiers voyages en Chine, c'était plus pour m'imprégner un peu de la vie à la chinoise, de là où résident les parents de Ben, et de la vie un peu de tous les jours des Chinois, et pas tant pour découvrir, voyager. Du coup, tu m'intrigues avec ce moment. Moi, je veux en savoir plus. On s'est mariés en France. Et c'était donc après, au bout de combien de temps là, parce que... alors, avec Benoît, on s'est connus en 2007, donc on s'est mariés au bout de 6 ans. Donc en fait, on a fait ce premier voyage que je t'expliquais en 2011, et on est retourné 2 ans après, en 2013, pour faire des achats. Notamment la robe chinoise, parce qu'en fait on s'était dit on veut ni un mariage 100% français, ni un mariage 100% chinois. Benoît, c'était hors de question qu'au mariage on mange chinois, même si voilà, les parents auraient bien aimé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé en 2 le mariage. On a fait une partie du mariage, on a fait la mairie, on n'a pas fait l'église, la mairie et le vin d'honneur, repas ici à Logne. Et puis j'ai oublié, avant la mairie, on a fait la cérémonie chinoise. En fait, la cérémonie chinoise, si je me souviens bien, c'est en fait, le mari et la femme sont séparés, et en quelque sorte, le mari doit venir voler la mariée. Donc souvent, la famille du marié viennent avec le marié au lieu de résidence de la femme, de la mariée. Bon, là, on vivait ensemble, donc Benoît est parti chez ses parents et moi, j'étais dans l'appartement. Et donc, sa famille à Benoît et Benoît sont venus avec des paniers, avec plein d'offrandes, des fruits, notamment beaucoup de fruits, enveloppés de papier rouge. Et en fait, tous les invités venaient avec ces offrandes-là pour, en fait, offrir ça à la mariée et à la famille de la mariée. Mais pour pas que ce soit trop facile, en fait, la famille de la mariée, et notamment les femmes, c'est surtout les femmes qui restent avec la mariée, doivent tout faire pour que le mari n'entre pas facilement. Donc en fait, on a bloqué
mes sœurs, ma mère, les tantes, grand-mère, belle-sœur se sont mis derrière la porte de l'entrée. Déjà rien à la porte de l'immeuble pour accéder à l'ascenseur. Bref, on a fait un peu miroiter. Il fallait vraiment les bloquer, pas que ce soit trop facile pour eux de rentrer. Donc arrivé à la porte d'entrée de l'appartement, ils poussaient comme des malades les hommes derrière avec Benoît, et nous les femmes, enfin surtout la famille, les femmes devaient retenir. Ouais, c'est rigolo. Donc ça jusqu'à rentrer dans l'appart, et pareil dans l'appart on avait une porte, et pareil les hommes devaient soudoyer les femmes pour laisser entrer. Et donc voilà, c'est un peu un petit jeu de forcing. Et après, en fait, quand le mari arrive à accéder à la femme, il doit lui trouver une chaussure. En fait, j'ai dû cacher ma chaussure. Donc j'étais en robe chinoise, j'avais des chaussures du coup rouges, et j'ai dû cacher une chaussure dans l'appartement. Et donc Benoît a dû la trouver et ensuite me la mettre au pied. Donc moi ça m'a fait rire. Et donc toute la famille, tout le monde du coup, la famille du marié et ma famille étaient tous réunis dans l'appartement en train de regarder Benoît chercher. Et il doit chercher tout seul, les autres hommes ne l'aident pas. Bah il y a un homme qui a essayé. En fait, pour la petite anecdote, il y a quelqu'un qui a soulevé le coussin du canapé, et en fait il a trouvé une culotte à moi. Bon, elle était propre, mais le linge, on avait dû laisser sécher du linge, bref, et donc là, un peu la honte de ma culotte. Donc bon, c'était pas ça qu'il devait trouver, mais donc ça c'était assez sympa. Donc il a trouvé la chaussure, il m'a mis la chaussure au pied, et puis après on est partis tous ensemble boire le thé. Là c'est la cérémonie du thé chez les parents de Benoît. Donc tout le monde est parti chez les parents de Benoît, où dans mes souvenirs, en fait, c'est le marié et la mariée qui offrent le thé à la famille proche, donc que ce soit ma famille ou la famille de Benoît. Donc on a dû offrir le thé et donner des petites tasses de thé aux parents, aux tantes, voilà, vraiment la famille très proche. Voilà, en signe de remerciement et voilà. Après sur les significations très très profondes, j'ai pas forcément tous les détails, mais c'était voilà un moment d'échange et de partage entre la famille. C'est ça, et puis c'était aussi symbolique, quoi. Ouais, c'est clairement symbolique. Oui, c'est ça, c'est super beau en plus, je sais pas moi, comme souvenir. Ouais. Puis pour ma famille qui voilà originaire du Nord, qui est pas du tout habituée même à voyager, donc c'était vraiment une coutume hyper sympa à voir. Et puis voilà, on avait vraiment fait en sorte que j'ai ma tenue chinoise, donc fabriquée en Chine, parce que ça coûte moins cher de faire une robe sur mesure en Chine. Ouais, elle m'a coûté 60 € en Chine, alors que je pense qu'en France, je l'aurais acheté beaucoup, beaucoup plus cher, parce que le tissu, il était vraiment beau, épais, enfin, avec le beau col Mao. Donc, et donc après cette cérémonie, je pense qu'on est parti à la mairie. Donc, et puis après, on a fait la fête, et on a mangé français. Dans le Nord, on avait fait le week-end suivant, on avait fait la fête dans le Nord, voilà, pas loin. Vous avez fait beaucoup de festivités, oh là là. De week-end, ouais. Ah ouais, génial. Ouais, c'était cool. Ouais. Donc on a coupé la poire en deux, et ça nous allait très bien, et ça allait aussi à tout le monde. Voilà, personne n'était perdant, ni la famille de Benoît, ni la mienne. Tout le monde s'y retrouvait dans cette façon de faire. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît alors toi dans cette culture ? Ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses, alors peut-être moins qu'au Japon, mais il y a pas mal de choses codifiées, il y a plein de coutumes. Alors moi, je les connais pas toutes, mais je sais que, par exemple, ma belle-mère, qu'est-ce qu'elle m'a demandé dernièrement ? Elle m'a demandé de lui donner une pièce. Alors, c'est dommage que je m'en souvienne plus, pour pas briser le lien d'amitié ou je sais plus pourquoi. Elle m'avait donné un truc, peut-être qu'il y avait c'est dommage parce que je m'en souviens plus de la symbolique, mais voilà, plein de petites coutumes ou de traditions. Ils sont très portés aussi sur la santé, la médecine traditionnelle chinoise. Ça m'intéresse parce que voilà, j'ai grandi dans le Nord, j'ai pas forcément
eu beaucoup d'amis de religions, de cultures très différentes. Donc tout de suite, moi, ça m'intéresse parce que j'aime bien apprendre, j'ai un esprit plutôt ouvert, je suis assez curieuse de nature. Je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai aimé le voyage et découvrir une nouvelle culture. Donc c'est ouais, toutes ces traditions, ces cultures, ces langues aussi différentes, ces dialectes. Parce que moi j'en ai pas et je me dis, enfin j'ai des origines lointaines flamandes, mais j'aurais bien aimé grandir avec une double culture ou je trouve que c'est hyper enrichissant. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait, bon évidemment c'était quand même une culture qui t'attirait au départ. C'est Mm. peut-être ça aussi qui te donne autant envie d'être, enfin le fait que tu sois autant en demande justement sur ce sujet. Ouais. Bah, moi je pose des questions clairement vis-à-vis des parents de Benoît. Des fois je dis à Benoît, mais même sur l'histoire des parents de Benoît. Je me souviens, on était à Rome, on était le soir et on a regardé un reportage Arte. C'était sur le génocide des Khmers rouges et les Boat People dans les années 70. Et je regarde ce reportage et je dis, mais Ben, c'est l'histoire de tes parents, ça? Il me dit, ah ouais, je pense, mais vraiment pas de grande certitude parce qu'en fait, ils en parlent très peu, Ouais. ses parents en parlent très peu, et c'est vraiment en regardant le reportage, vraiment dans l'hôtel en Italie, à Rome, je me souviens, il me dit non mais ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, en rentrant de ce voyage en Italie, on a parlé de ce reportage, et vraiment... voilà, après on en a discuté, je sais que la sœur de Benoît avait peut-être aussi ça s'est jamais fait, ça s'est pas encore fait, peut-être que les parents de Benoît, enfin qu'on écrive un livre ou qu'on écrive l'histoire de la famille de Benoît. Voilà, c'était un projet que la sœur de Benoît avait, c'est vrai que pour le moment ça n'a pas encore été fait, puis c'est un projet de famille aussi, mais de retranscrire un peu cette histoire-là parce ils en parlent très peu. Donc voilà, moi je suis curieux, je suis en demande. J'ai essayé, je pose des questions, j'essaye de creuser. Bon, Benoît a pas toujours la réponse, donc on en parle avec ses parents. Et dès qu'on pose la question à ses parents, ça vient assez facilement. Je me souviens, Oui. j'avais posé des questions aux parents de Benoît. Je crois qu'on était resté une heure et demie. Après, il m'a déballé sa vie de A à Ouais, Z, quand tu quoi. demandes, il n'y a pas de, Non, comment dire, ouais, voilà, ils en parlent avec plaisir, entre guillemets, parce que bon, c'est pas très joyeux, mais ils sont ouverts pour t'en parler, ouais. quoi. Mm. Et puis le fait que moi je sois en demande aussi d'en savoir plus, parce que c'est aussi l'histoire de Benoît, de mon mari, maintenant Ouais, aussi d'Anaï, notre petite fille. Mais j'aimerais bien connaître l'histoire aussi en quelque sorte de ma famille, de c'est notre ça. famille avec Benoît. Donc J'en avais parlé en saison 1 avec un invité qui s'appelle Tony, c'est l'épisode 20, voilà, qui raconte un petit peu l'histoire de son père aussi qui a fui le Cambodge, justement avec toute cette histoire-là. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter aussi cet échange que j'ai eu avec Tony dans l'épisode 20. Et toi, quand est-ce que vous êtes allé au Cambodge alors avec Benoît? on est allé au Cambodge, alors j'ai plus l'année précisément, mais alors on a fait le Yunnan en 2019, donc on a dû faire le Cambodge en 2016 ou 2017. Voilà, super voyage de 2 semaines. Mm. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez préparé, je sais pas moi, avec les parents de Benoît aussi qui vous ont un petit peu aidé, ou enfin comment ça s'est passé? Alors, ils nous ont pas forcément aidés. Ce qu'on voulait faire déjà, c'était voir les temples d'Angkor. Donc, on a atterri directement à Siem Reap pour vraiment faire les temples d'Angkor 5 jours. Après, on a été à Battambang, qui est une ville un peu dans la campagne cambodgienne, mais qui reste quand même une grande ville très touristique, hein. Même si le Cambodge est moins touristique que la Thaïlande, bon, au-delà de Angkor, mais dès qu'on sort d'Angkor, c'est quand même moins touristique. Après, on est redescendu en bas dans un petit village de pêcheurs au bord du Tonlé Sap, et après, on a été à Phnom Penh, et en fait, Benoît a un cousin, enfin, c'est pas vraiment un vrai cousin, c'est un fils adoptif, enfin voilà, c'est un membre adoptif de la famille de Benoît, et du coup, lui, il vit toujours en Cambodge. Donc par contre, ce qui a été chouette, c'est qu'on a pu le revoir, et en fait, les parents de Benoît sont nés et ont grandi à Banam, qui est une ville située à 1 heure et demie de Phnom Penh, et en fait, ce qu'on a fait avec ce cousin,
c'est qu'on est retourné dans le village d'origine et en fait les parents de Benoît étaient professeurs. Donc on est retourné dans ce petit village, donc il n'y a plus rien qui ressemble à ce que voilà les parents de Benoît, enfin le village des parents de Benoît, parce que eux-mêmes ils sont retournés, ils ont vu que voilà après leur départ ça avait beaucoup changé, parce qu'ils ils sont partis, ils avaient l'âge de 30 ans, maintenant ils en ont passé 70, et en fait on est retourné dans leur ancienne école, ils étaient professeurs tous les deux, donc l'ancienne école, les locaux sont toujours là, mais c'est maintenant un centre un peu administratif qui est pas occupé. Donc avec ce cousin et avec une personne voilà qui nous a autorisé l'accès, on a pu vraiment arpenter un peu ces locaux, ces locaux. Il y a même un petit temple devant où les parents de Benoît étaient professeurs notamment de chinois Ça fait bizarre là-bas. de... Ouais, moi j'adore. Enfin, je me suis imaginé vraiment les parents de Benoît exerçant leur métier, et bon, le village on l'a pas visité parce que c'est une ville lambda et les terrains, la maison, elle existe plus. Et puis c'était une ville où il y avait du coup une grosse communauté chinoise. Voilà, ces fameux Chinois du Cambodge. Donc c'était c'était chouette de voir ce cousin, et puis de voir ce lieu et cette ville où ils ont grandi, quoi. Donc voilà, puis après on est resté à Phnom Penh quelques jours. Et moi j'ai adoré, quoi. Ouais, Donc je pense que ça a justement ce que t'en avais pensé. Déjà les temples d'Angkor, alors on avait lu quand même pas mal de blogs qui nous donnaient pas mal de bons conseils pour éviter notamment les Chinois, les touristes, parce qu'on est parti juste avant le Nouvel An et on a fêté le Nouvel An là-bas. Donc c'est un peu la période où notamment les Chinois viennent au Cambodge. Donc on avait peur franchement de se retrouver avec beaucoup de touristes chinois qui voyagent souvent en groupe. Et en fait, on a lu pas mal d'articles et on a pris des circuits en sens inverse. Et en fait, on était souvent tranquille dans les temples d'Angkor. Donc, on a visité pendant 4-5 jours les temples d'Angkor. Donc, c'était vraiment génial. C'est beau, quoi. Enfin, moi, j'ai pas du tout été déçue. Je me suis laissée un peu transporter par l'univers d'Angkor, des temples, même si ça reste des ruines, mais avec ces figures creusées dans la pierre, ces arbres qui à la fois protègent et un peu qui protègent aussi les temples, parce que on a l'impression que les temples, les ruines sont vraiment figées dans ces racines qui, je pense, permettent quand même de protéger les ruines, et puis après de partir dans la campagne. Et de voir les enfants, les enfants là-bas te sourient, te sourient, te font des coucous sans te demander rien en échange. Donc et on avait logé à Battambang chez un Français d'origine cambodgienne qui était revenu au Cambodge parce qu'il estimait que même s'il a grandi en France, il avait quelque chose à rendre au Cambodge. Je sais pas, il avait besoin de retourner dans son pays et de faire partie de cette société cambodgienne. Donc il est parti avec sa femme et sa petite fille revivre au Cambodge en tenant un hébergement. Et donc on a fait des campagnes, on a fait un village musulman pas loin de Battambang, on a mangé du rat grillé. Benoît a goûté le rat grillé. Voilà, vraiment la campagne où les enfants vivent dans des petites maisons en bois, se baladent tout nus, jouent tout nus, en vélo. Donc ouais, c'est ce côté très rural, simple, et vraiment la gentillesse. La vie cambodgienne, ce qui est cool, c'est que en fait, comme ils ont connu le génocide des Khmers rouges, il y a vraiment eu des années très difficiles, et là, la nouvelle génération veut vraiment profiter. Donc ils boivent beaucoup, ils font beaucoup la fête, ils économisent très peu. Ça, c'était du coup la personne qui était revenue au Cambodge nous disait qu'ils préféraient mettre leur argent pour acheter le dernier iPhone ou vraiment quelque chose de matériel, parce que pour eux c'était se faire plaisir. Ils avaient tellement vécu sous la junte militaire et les restrictions, et donc qui profitaient. Donc c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de panneaux pour le microcrédit. Là-bas, le microcrédit, c'est vraiment l'accès un peu à du financement pour acheter un peu tout et n'importe quoi, parce qu'ils estiment que s'ils tombent malades, ça sert à rien de mettre de l'argent pour se soigner. Voilà, c'est le karma, c'est le destin. Ah ouais. Donc en tout cas à ce jour,
c'est ce que nous avait dit ce Cambodgien, il préfère vraiment profiter, faire la fête, que d'épargner et de se soigner dans les hôpitaux. Après, je pense qu'ils sont comme beaucoup de Chinois ou d'Asiatiques axés sur la prévention plutôt que sur le soin, sur le curatif, mais voilà. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça fait vraiment écho avec la discussion que j'avais avec Tony, puisque lui, c'est son père qui a fui le Cambodge. Et son père, en fait, était médecin au Cambodge. Et donc, quand il est arrivé en France, il a dû refaire 10 années d'études de médecine pour de nouveau être considéré comme médecin en France. Et à la suite de ça, il a créé une association, SOS Cambodian Kids. Et en fait, là, plus avec le Covid malheureusement, mais en fait, tous les ans, il repartait donc avec son père, avec cette association. Et en fait, ils ont créé une sorte d'association itinérante qui justement va dans les petits villages reculés où il n'y a pas d'accès à la santé et justement ils proposent des soins à toutes les personnes ou juste top, justement tu sais, de les ausculter, voir comment ils vont et puis bien sûr s'il y a des blessés, les soigner. Donc ça fait vraiment écho à ce que tu dis. Ouais, non, moi je trouve ça top et en fait on voit aussi que la pollution, l'écologie, c'est par contre ça c'est assez choquant parce que alors bon moi j'avais fait la Chine et la Thaïlande et le Japon donc quand même relativement propre, mais le Cambodge à l'époque je crois que maintenant il y a plus de 5 ans il devait construire à peine une déchetterie ou quelque chose qui recyclait, donc en fait le plastique est partout. J'aurais bien aimé, alors mon métier me permet pas forcément de voyager à l'international, mais ça m'aurait bien plu, ou peut-être qu'à l'avenir, si on a l'occasion, de m'investir pour ce pays-là, plutôt que la Chine, plutôt pour le Cambodge, parce qu'il y a tellement de choses à faire sur l'éducation, sur la santé, sur l'écologie. Bon, il y a beaucoup d'ONG, ça aussi il faut faire attention. Il y a des ONG super, mais il faut faire aussi attention aux ONG, parce que je crois que le Cambodge, c'est le pays où il y a le plus d'ONG, mais pas toujours des ONG créées pour une cause, on va dire, juste. Parfois, c'est aussi pour soutirer des financements. Donc ça aussi, quand on va au Cambodge et qu'on veut soit participer quelques jours ou plus, une semaine ou deux auprès d'une association, il faut vraiment bien se renseigner parce que il y a un peu de tout dans les ONG et il faut vraiment faire le tri parce qu'on peut être déçu. Voilà, mais il y a plein de choses. Ouais. Moi, c'est vraiment le Cambodge, ça m'a touchée de par l'histoire de Benoît. Ouais. Et aussi parce qu'il y a tellement à faire et la population est tellement gentille, chaleureuse, serviable que ouais, ça donne envie de faire des choses. Après, bon, les Chinois construisent beaucoup aussi en Chine. Du coup, comme il y a beaucoup de touristes en Chine, c'est un peu compliqué enfin, je pense que le tourisme de masse et la préservation, j'espère que au Cambodge, il y a des organisations qui font attention à ça ou qui essayent de pas trop, de restreindre peut-être ce genre de programme parce que les Chinois construisent à tout va en Chine et urbanisent beaucoup et je trouve que voilà, il y a ce côté très très campagne, très tranquille, peu urbanisé qui je trouve moi est à préserver et les Chinois construisent beaucoup parce que voilà, il y a plein de Chinois qui prennent soit le paquebot, le bateau ou vont en Chine et restent dans des resorts et profitent de la plage au Cambodge parce qu'il y a la plage au Cambodge, il y a même des petites îles alors qu'on n'a pas pu faire. C'est ça. Moi j'espère que à l'avenir il y aura pas trop cet effet de tourisme de masse des Chinois au Cambodge. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que vous êtes vous êtes retourné plusieurs fois au Cambodge? Non, on n'est pas retourné plusieurs fois parce qu'après, mais c'est vraiment moi j'aimerais bien vraiment Alors on s'est dit pourquoi pas quand Anaïs sera plus grande aussi pour qu'on l'emmène là à Banam et qu'on lui fasse découvrir. On s'est dit on aimerait bien faire découvrir à Anaïs la Chine et notamment le Yunnan parce que je suis tombée enceinte dans le Yunnan et le Cambodge parce que c'est le pays de ses grands-parents. Donc ouais les deux, Yunnan en Chine et le Cambodge, on n'y est pas retourné mais on aimerait vraiment beaucoup quand Anaë peut-être aura 6-7 ans. Ouais.
Qu'elle commencera à comprendre des choses, ouais. 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 Bah, je te propose qu'on parle un petit peu plus. Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que toi, donc, t'as tes origines françaises, bon, Benoît aussi, mais j'imagine qu'il y a la famille de Benoît aussi qui aimerait qu'elle connaisse quand même bah, d'où elle vient. Et même toi, j'ai l'impression aussi que ça te Mm. tient à cœur. Donc, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Comment est-ce que vous voyez les choses avec Anaï? Benoît, il a un peu la même éducation. Enfin, il n'a pas eu la même éducation que moi, mais on est sur la même longueur d'onde au niveau de, on va dire, de l'éducation. Moi, je lis pas mal de choses sur l'éducation bienveillante. Donc, on communique pas mal avec Benoît, donc on essaye d'éduquer de façon saine et la plus profitable pour elle. Après, il n'y a pas spécifiquement, de la part de Benoît, il n'y a pas spécifiquement des choses qui viennent de lui. Ce qui pourrait venir de lui, mais ce qui vient aussi de ses parents, c'est le fait qu'elle fasse des études, qu'elle travaille, voilà, qu'elle soit pas entre guillemets fainéante. C'est très Voilà, important, c'est ça pourrait, ça leur tient vraiment à cœur. ouais, complètement. Parce qu'en fait, eux, ils ont vécu tellement, parce que les parents de Benoît, du coup, ont quitté le Cambodge, ils sont arrivés à Angers, ils ont été accueillis à Angers, où ils étaient logés, parce qu'à l'époque, je crois que c'était sous Mitterrand, mais je dis peut-être une bêtise, on leur donnait du travail, on les hébergeait. Cette diaspora-là était quand même bien accueillie. Et après, en fait, les parents de Benoît se sont dit, on veut pas rester à Angers, donc ils ont tout quitté, travail, Ah maison. ouais? Ils avaient une nouvelle maison pour eux, pour s'installer à Paris, sans rien, avec 3 enfants sur le dos, avec très peu d'argent, et ils se sont installés à Paris. Au début, je crois qu'ils ont commencé avec des petites échoppes. Je sais que la mère de Benoît a tenu une bijouterie, un petit marché dans le métro. Et en fait, là, ils ont dormi aussi, je crois que Benoît me disait, à une époque, ils dormaient à 5 dans un lit, quand ils étaient tout jeunes. Donc, alors, il en parle pas, il en garde pas de mauvais souvenirs, parce que ça a duré qu'une période, mais quand même une bonne partie de leur enfance. Et donc, en fait, ils se sont tellement démenés que pour eux c'est hyper important. Puis après là ils ont eu pendant 30 ans un resto à Paris et après en Seine-et-Marne. Tous les enfants ont fait des études, mon beau-frère est architecte, sa sœur travaille dans une agence européenne de lancement de satellites, ma belle-sœur travaille à l'UNESCO, enfin bref, tout le monde a fait de grandes études, donc Ça la les valeur du rassure aussi, travail... j'imagine. Il y a la valeur du Ouais, travail, mais puis peut-être ça les rassure pour bah, vous, ça les peut-être. rassure. Ou, bah, en fait, ils se disent, on a trimé, on a tout donné pour que nos enfants aient les Ouais. moyens d'avoir accès à l'école et à des grandes études, parce qu'il y avait des études, bah, notamment Benoît a fait des grandes études aussi, mais c'est plutôt son frère et sa sœur, où c'était plutôt des études chères. Donc ils ont tout fait. Ma belle-mère, voilà, parfois me dit mon mari m'en a fait suer parce que il fallait qu'elle aussi travaille, enfin les deux travaillaient quoi. C'était pas le mari au travail et la femme qui gardait les enfants, c'était les deux. Ma belle-mère et mon beau-père qui travaillaient et les enfants, ben voilà, il y avait quelquefois des nounous, mais des fois c'était la grande sœur qui s'occupait. Donc c'est vraiment cette valeur de travail, de pas traîner les pieds, de pas être fainéant en quelque sorte, qui est dans l'éducation de Benoît. Et je pense que Benoît a envie aussi de transmettre ça à Anaë. Donc par exemple, Anaë, elle aime bien, elle dit maintenant je veux travailler. Elle, quand on est dans le jardin, elle veut faire comme papa, elle dit je veux travailler. Et mes beaux-parents, Anaï, elle a 2 ans et demi, elle dit ouais, elle est travailleuse, c'est pas une fainéante. Donc bon, ça changera, hein, mais parce que là, elle est dans sa période de Mais c'est mimétisme. ça, ouais. Ah, Mais c'est la drôle. valeur voilà, c'est cette valeur-là je pense, du travail, et de lui donner tous les moyens pour qu'elle puisse avoir un peu les clés et après faire ce qu'elle veut. Ça, on est d'accord, si elle veut faire des grandes études, elle fait des grandes études. Si elle veut faire autre chose, voilà, on n'est pas du tout non plus braqué. Voilà, du côté de Benoît, je pense que c'est le truc qui reste un petit peu de son éducation. Après, Par exemple, la langue aussi. Tu dis ouais, qu'il parle un ben bien dialecte sûr, avec ses... bah oui, alors, mais complètement, j'avais zappé. Alors Benoît parle un dialecte avec ses parents, pardon, mais en fait Benoît parle mandarin à Anaï. Au début, en fait, il disait oui, je vais lui parler mandarin, mais moi j'étais là, mais vraiment, il faut
Enfin, moi, je suis Toi, nulle, tu je suis voulais à une fond, quiche en langue. Ouais, moi, je suis une quiche en langue. J'ai un anglais très basique, très... Je dis, mais c'est une richesse d'avoir déjà 2 langues, et puis en plus, on switch, on apprend plus facilement. En fait, je lui ai vraiment mis la pression pour que... parce qu'en fait, le frère de Benoît a parlé mandarin, surtout avec une de ses filles, pendant 3 ans, puis après, il a lâché un peu le morceau, et dès qu'on lâche le morceau, on voit que c'est compliqué pour les enfants. Bon, après, on emmène les enfants en cours de chinois. Mais bon, quand on arrête de parler chinois aux enfants en mandarin et qu'on switch un peu trop souvent avec le français, voilà, après, petit à petit, ça se perd. Donc moi, j'avais vraiment mis la pression à Benoît pour qu'il parle mandarin. Alors, Benoît a un mandarin pas excellent, mais bon, parce qu'il le parle, il le parle pas avec ses parents. Puis d'ailleurs, il a plutôt l'accent français quand il parle mandarin, mais c'est en effet quelque chose qu'il a fait depuis toute petite, donc il lui parle mandarin, il lui lit C'est les des restes histoires en aussi de ses mandarin. cours à Taïwan. Ouais, oui, bah des fois il faut qu'il remette le nez dans un traducteur. Heureusement qu'avec les téléphones, on peut faire la traduction. Puis là, c'est du basique à 2 ans et demi, c'est voilà, un peu des phrases basiques. C'est après en grandissant où ça risque peut-être de lui demander un peu de travail pour varier son vocabulaire. Mais ouais, ça je trouve que c'est hyper important. Et même si elle répond en français, parce que beaucoup d'enfants répondent en français, on l'a vu aussi avec Il assimile les quand nièces de même. Benoît. Ah ouais, complètement, elle comprend tout. Du coup, les parents de C'est Benoît lui génial. parlent en mandarin. Il y a quelques mots qu'elle dit en mandarin au lieu de le dire en français, mais c'est peut-être 2, 3 mots. Non, instinctivement, elle va plutôt parler français. Mais ça, c'est important. Voilà, ouais, la Donc, langue, ça c'est vrai. toi, tu lui parles en français et Benoît Ouais, en mandarin. en mandarin. Alors, il parle de temps en Parfois, temps ça switch un peu, français, j'imagine, ouais. ouais, mais Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est vraiment un beau cadeau que vous lui faites, ça c'est sûr. ouais, ça sur Benoît. Ouais. Après, c'est vrai que c'est plus les parents de Benoît qui, du coup, en fait, Benoît est quand même le petit dernier, et on habite même pas à 10 minutes des parents de Benoît, donc on est les plus proches parce que sa sœur est en Allemagne et son autre frère est plutôt du côté de Clamart. Et en fait, voilà, c'est le petit dernier aussi, donc il est quand même assez proche de ses parents. Et donc Anaïs voit régulièrement ses grands-parents, et puis en plus avec le Covid, franchement, ils étaient contents que Anaïs naisse juste avant le Covid parce que ça leur a donné un peu du baume au cœur, ça les a Ben voilà, oui. rendu la période un peu plus joyeuse que si elle n'avait pas été là. Donc ils viennent souvent, on les voit quand même régulièrement. Comme ils sont sur très prévention santé, la moindre petite chose, sa mère va nous donner le conseil. Alors c'est un peu comme toutes les belles mamans ou les mamans, hein. Il y a toujours le conseil. On a élevé nos enfants comme ça, alors c'est ça qu'il faut faire. Ouais, Et puis bien plein de sûr. trucs chinois. Quand elle a mal à la gorge ou qu'elle s'enrhume, il y a un petit décoction qu'ils font avec plein de petites herbes, et soit la mère de Benoît le prépare, bon Benoît sait le faire, mais c'est souvent la mère de Benoît qui le prépare, il faut le donner à Anaë. Là par exemple, Anaë est tombée récemment du lit, de notre lit à nous, bon de pas très haut. Je crois que ma belle-mère m'a dit il y a 2 jours, elle me dit en Chine, ce qu'on fait, c'est que quand l'enfant tombe, pour que le sang circule, on le secoue comme ça, on le secoue de haut en bas, et après on lui donne un verre d'eau, un verre de sucre. Voilà, des exemples de voilà. Bon, ça moi je pense que je le ferai pas, hein, Oui. mais il y a des mais après il y a des trucs tu vois, par exemple chez les Chinois, ce qui est très important, c'est d'aller à la selle tous les jours. Le transit, la selle, c'est hyper important. Et si tu vas pas tous les jours, ça peut être signe de mauvaise santé et tout ça. Donc elle m'a montré plein de choses pour masser le ventre, donc pour masser Anaé. Tout ce qui est au niveau du plexus ou en dessous de la gorge, c'est une zone hyper fragile, donc du coup, faut toujours qu'on soit couvert. Moi, si elle me voit découvert avec le col découvert ou Anaïs découvert, tout de suite, elle va prendre une écharpe, parce que c'est quand même, c'est du préventif, hein, c'est de la médecine traditionnelle chinoise. Pareil, quand elle me dit que pour la selle, pour nous aider à aller aux toilettes, il y a un point d'acupuncture sous le genou qu'il faut appuyer longtemps. Pareil, quand on a mal à la tête, faut appuyer au niveau C'est de la génial quand pomme. même, des Donc, petits ouais, trucs. mais bon, je le fais quasiment pas. Eux, ils ont tout donné pour leurs enfants. Les conseils qu'ils donnent, c'est pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, ils sont vraiment dans ce côté-là où je donne des conseils pour le meilleur, pour que tout le monde
au mieux. Et en fait, c'est vrai que nous aussi, parents, on fait en fonction de nous ce qui nous semble... Bien sûr, avec le cœur, notre instinct. C'est ça. C'est que parfois, ils font les choses un peu de leur façon. C'est comme moi, j'ai eu l'impression que je rentrais dans la famille de Benoît. D'ailleurs, ça c'était aussi pour faire un petit retour en arrière, quand je suis arrivée dans la famille de Benoît, c'est moi qui rentrais dans la famille de Benoît. C'est vraiment centré sur eux, sur leur culture, et c'est moi qui rentre dans leur culture. Alors que eux se sont très bien intégrés. C'est aussi l'inverse quand même. Ouais. Mais je pense qu'ils sont très fiers de leur culture. Après, c'est des gens hyper droits, hyper serviables, hyper gentils. Ils sont... Voilà, c'est vraiment des personnes très... Je les aime beaucoup avec leurs défauts, comme tout le monde. Et voilà, c'est vraiment ce côté où je rentre dans leur famille, où je dois suivre un peu les codes et du coup pareil avec l'éducation d'Anaë, c'est si on va pas trop dans leur sens, dans leur façon de faire. Je sais que par exemple alors je sais plus si c'est les 1 an, non pas les 1 an d'Anaë, je crois que le premier mois d'Anaë, souvent les Chinois, ils font une fête, ils invitent tout le monde. Les tantes, vraiment pour fêter, alors ça a une signification mais je me souviens plus laquelle, et nous on leur a dit non, 1 mois Anaë elle est petite, on va pas inviter toutes les tantes, les machins pour se retrouver à 30, 40 avec un nourrisson quoi. On n'avait pas envie, et ça ses parents l'ont accepté, ils ont rien dit, on a dit non on veut pas faire de grandes fêtes, mais c'était en quelque sorte pour présenter le bébé à la famille, pour voilà, un peu comme un pot de bienvenue en grande pompe, mais nous on n'avait pas envie de ça, donc voilà, ils l'ont accepté, et je pense que ça les a un petit peu chagrinés que voilà, pareil au mariage, mais ça ils l'ont pas fait, parce qu'en fait les Chinois dans les mariages ils s'invitent mutuellement. Donc si t'es invité à un mariage, il faut que toi, si un membre de ta famille, si un de tes fils ou une de tes filles se marie, il faut que tu invites les personnes qui t'ont invité. Tu te retrouves avec des gens que tu connais pas à ton mariage, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était hors de question, ils étaient OK. Et puis surtout que les Chinois, en règle générale, doivent mettre minimum 100 € dans une enveloppe. Ah oui, quand même. Ouais, c'est mal vu de donner moins de 100 € à un mariage. Voilà, la valeur aussi de la réussite sociale, de l'argent, un peu cette face qu'ont les Asiatiques, les Chinois, sur le fait de réussir, de garder la face. Donc voilà, ça pareil pour le mariage, ça eux même on dit, hein, non, on n'invite pas tous les gens, parce que sinon on se retrouvait avec 30-40 personnes qu'on connaissait pas juste parce que ces personnes avaient invité mes beaux-parents à un mariage. Donc je pense qu'on arrive à trouver un équilibre en fait assez naturellement entre ce qu'on veut bien prendre de la culture chinoise et des traditions et ce qu'on laisse. Donc des fois quand on laisse, on froisse un peu les parents de Benoît qui sont âgés, donc du coup à 70-75 ans on change plus, même quand on n'est pas chinois, c'est nos habitudes, nos façons de faire, c'est qu'on met de côté. Et puis oui, Anaë, ça c'est une petite anecdote. Du coup, Anaë mange depuis qu'elle est gamine, depuis toute petite, du coup des fruits exotiques. Mes beaux-parents mangent beaucoup de mangue, de fruits un peu exotiques, et notamment du durian. Je sais pas si tu connais le durian. Non, ça me dit rien. C'est un gros fruit, mais qui pue. Je crois que c'est le fruit qui pue le plus au monde. Il est même interdit dans les avions. Qui coûte très cher, c'est un fruit qui coûte très 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 cher, et en plus, il est très gros, et il pue le fromage. Et donc du coup, moi, mes beaux-parents, ils sont toujours super contents parce qu'Anaë, elle adore la cuisine asiatique, donc ma belle-mère, elle cuisine vraiment asiatique, chinois, puis quelques plats cambodgiens. Donc du coup, Anaë raffole des soupes. Anaë raffole des soupes, des plats en sauce. Et du coup, mon beau-père, il est super content parce que Anaë mange ce fruit, le durian, qui empeste. C'est la seule de la famille. Les cousins, cousines d'Anaë, même mon beau-frère, ma belle-sœur, ils en mangent pas. Moi, j'en mange pas. Benoît, il en mange pas. Ah oui, d'accord. Anaë, elle se fait bien voir. Ouais, mais complètement, c'est ça. Donc, du coup, travaille et en plus, elle aime les fruits qui puent. Ouais, et elle fait le jardin parce que mon beau-père, il a un magnifique jardin asiatique. Ah là là. Qu'il a depuis 30 ans.
Et donc Benoît, il a gardé ça aussi, il a la main verte. Et Anaë, du coup, elle est aussi tout le temps dans le jardin avec Benoît ou avec son grand-père. Et ouais, elle aime bien aussi ça. Donc ouais, elle se fait bien voir. En plus, je pense que c'est la petite dernière. Il y en aura plus après Anaë du côté de ses sœurs, de sa sœur et de son frère. Puis je pense que nous, voilà, on aura qu'Anaë. Donc c'est vraiment la petite dernière qui qui se fait bien voir, ouais, au niveau de ses grands-parents, quoi. Mais vraiment, le durian, ça empeste, elle est là, c'est bon, ouais, là, c'est... Ah bah, si un jour t'as l'occasion, Mais franchement, rien qu'à l'odeur, je vais regarder, ouais. je sais pas si t'en trouves au Canada, mais en Je tout sais pas, il y a pas cas, mal d'épiceries asiatiques et je sais que nous on y va souvent. Donc je regarderai la prochaine fois que qu'on y ouais, il est quand retourne. même rare, il est très très cher, hein. Je crois qu'un gros durian ou une grappe de durian, c'est minimum 50 €. Ah oui, non. Ok. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je trouve que ça vaut pas le coup de mettre 50 € pour un truc qui pue. Mais, enfin voilà. Donc, ouais, la cuisine asiatique, c'est vrai que ça, Ouais, on Benoît n'a pas cuisine un peu parlé. asiatique. Non, il cuisine un peu asiatique, mais la mère de Benoît cuisine vraiment très très bien. Et on mange super bien. Ça, j'avoue que moi, j'adore la cuisine asiatique. Anaï, les soupes, les bouillons, voilà, les pâtes de riz, c'est chouette. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place avec Anaë ou est-ce qu'on a fait le tour? Euh, Bah, que je récapitule donc la langue, un peu la nourriture, on essaye de la faire goûter un peu pas mal Et de est-ce qu'il y a choses. la lecture Euh, peut-être? Bah, la Littérature? lecture, oui. Enfin, après, Benoît prend des livres français qu'il essaye de traduire en Ah, chinois. Oui, on lui fait on essaye de. Alors, elle regarde un petit peu la télé, pas beaucoup, hein, ça reste raisonnable, mais du coup, on lui met pas mal d'audios, ah ben des oui. audios de livres, et donc il y a des audios en chinois. Donc ça, on lui fait écouter. Euh, ouais, non, il y a rien Après, de, encore petite voilà. aussi, c'est vrai Ouais, que c'est les elle est débuts, quoi. petite. Ouais, après, je pense que par contre, dans l'avenir, peut-être que, comme les autres, on lui donnera des cours de chinois. Enfin, on la mettra dans des cours de chinois si on voit que elle en a besoin. Et puis même des séjours un peu linguistiques. Le neveu de Benoît est parti en Chine aussi et il a adoré. Donc je pense que, voilà, c'est ça qu'on pourra lui proposer par la suite. Mais par exemple, je sais que le frère de Benoît, il n'est pas forcément hyper attaché à transmettre toute la culture chinoise. Après, ça dépend aussi de son vécu par rapport à cette culture-là, parce on est aussi en France. Enfin, ils sont nés en France, donc ils piochent un peu dans les deux. Des fois, on pioche un peu plus sur la culture française ou sur la culture chinoise. Nous, on est plutôt, voilà, à être plutôt quand même sur culture française, mais à piocher des choses et C'est ça, dans les ouais. traditions, dans Ce les qui vous cultures, dans la plaît culture. de cette culture, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu Anna, j'avais peur qu'elle me ressemble pas. Je me suis dit, le gène asiatique va me... C'est peut-être con, hein, mais j'avais peur que le gène asiatique domine et qu'elle me ressemble pas et que ce soit vraiment une petite chinoise et parce que j'ai les yeux verts et je me dis, oh, je pourrais pas lui transmettre mes yeux verts. Et en fait, quand elle me ressemble quand même quand j'étais un peu petite, et là de plus en plus les gens disent elle me ressemble ou elle me mimique. Donc ça c'est chouette parce que je me retrouve aussi dans un œil. J'avais peur de pas me reconnaître en. Ouais, je comprends. Bon, après Tu elle participes peut. quand même aussi, donc c'est normal que tu Bah aies c'est envie qu'elle te ça, ressemble un peu. c'est ça. Parce qu'à la naissance c'était tout le monde disait, ah c'est vraiment Benoît, c'est vraiment tout, ouais, le portrait craché de Benoît. Et puis bon, moi j'ai accepté, hein, mais là le fait que les gens disent, ah bah elle ressemble, et puis elle a plutôt mon caractère. Elle a plutôt mon caractère quand même, mais le fait qu'elle me ressemble aussi, qu'il y ait des traits, voilà, mais c'était une crainte complètement stupide, hein, mais bon, Et puis après, bah, voilà. j'imagine qu'en grandissant aussi, elle va peut-être elle-même être en demande de certaines choses, justement de cette culture. Et c'est génial, vous pourrez justement lui apporter ce qu'elle recherche et ce qui lui fait envie d'approfondir, quoi. Ouais, complètement. Bah, je pense moi, je pousserai pour que, enfin, pour lui dire les choses, ou pour que Benoît lui explique un certain nombre de choses. Après, il y a des enfants qui vont plus ou moins creuser, ça dépend. Bon, C'est ça.
Ouais, on sera à sa disposition au moment venu, quoi. C'est vraiment ce sentiment d'être aussi enrichi personnellement, d'en apprendre plus sur une culture qui est différente de la mienne, sur aussi par exemple la médecine chinoise, cet aspect très tourné vers la prévention, d'avoir vraiment une autre vision des choses. Je trouve ça hyper intéressant et pas d'être auto-centré sur notre culture, sur nous. Vraiment l'ouverture, la tolérance, l'ouverture d'esprit, c'est principalement ça. Et puis qu'est-ce qu'on mange bien. Franchement, la bouffe asiatique, et de vivre en Seine-et-Marne, là, dans un coin où il y a une grosse communauté asiatique, c'est chouette. Parce qu'on mange vraiment bien, voilà, on mange pas les traiteurs, buffets, on mange de la vraie cuisine asiate, quoi. Bah, écoute, Amandine, merci beaucoup pour le temps que tu as réussi à trouver et puis moi aussi d'ailleurs, qu'on a réussi à trouver pour pouvoir échanger ensemble. Ça m'a fait super plaisir d'en découvrir plus sur cette culture et puis de parler du Cambodge, de la Chine. J'aimerais beaucoup te proposer de conclure cet épisode. Oh là là, te proposer de conclure cet épisode par exemple en encourageant des personnes à aller découvrir le Cambodge par exemple ou la Chine. Je sais pas, celui où tu te sens le plus à l'aise. Je dirais de découvrir les deux. De découvrir le Yunnan en Chine, province juste magique, un de nos plus beaux voyages, avec une Chine qui est un petit peu touristique quand même, surtout des Français, mais qui est vraiment très belle, très authentique, avec des cultures, des couleurs différentes de ce qu'on peut voir au-delà des autres provinces en Chine et où on mange super bien. Et puis le Cambodge, pays avec une population super gentille, des paysages magnifiques, une campagne asiatique voilà, qui reste une vraie campagne sans building, avec des enfants qui jouent dehors. Enfin, je pense qu'il faut vraiment faire les deux. Et c'est voilà, le Yunnan c'est super beau. Franchement, je le T'as eu dis, coup hein, de mais cœur. ouais, le Yunnan en Chine, bon, on est parti avec le blog 15 jours, mais c'est une province juste super belle et j'espère que voilà, en tout cas là prochainement l'Asie pourra réouvrir, hein, parce qu'on avait envie d'ailleurs de partir cet été en Asie, mais bon, ça peut pas trop se faire là avec les conditions. Et puis par contre, on s'est dit avec la belle famille, notamment avec ma belle-sœur, qu'on aimerait bien faire le Laos. Ah Voilà, de ouais. continuer un peu notre périple en Asie, parce que le Laos c'est un peu est très préservé aussi, pas très touristique, et apparemment c'est très chouette, très beau, les gens sont aussi très sympas. Et je me rends compte qu'on n'a même pas parlé du blog que tu as lancé avec Benoît, puisque c'est avec lui que tu as découvert vraiment le voyage. Peut-être que tu pourrais nous dire rapidement, en deux, trois mots, vous en êtes venu à créer ce blog et est-ce que vous partagez dessus? Ouais, rapidement, on avait créé un blog en 2011, mais à l'époque c'était sur une plateforme, je crois que c'était encore Skyblog, mais Benoît s'y retrouvait pas trop là-dessus parce que bon, il est chef de projet dans l'informatique et il pouvait pas tellement bidouiller sur ça, donc c'était plutôt moi qui faisais le récit toute seule des articles, et en fait de faire ça tout seul, ça prend trop de temps, lui comprenait pas trop, donc bon, de sa belle mort, ça s'est un petit peu arrêté au fur et à mesure. Mais moi j'avais toujours cette envie de partager ça. Donc en fait on a recréé un nouveau blog en 2015, mais par contre là j'ai dit à Ben, si on y va, tu te joins au projet. Je fais pas ça toute seule parce que c'est hyper lourd, ça peut être chronophage, il y a de la technique derrière et moi je m'y connais absolument pas en technique informatique. Donc en fait on a créé via WordPress, hein, qui permet quand même à Benoît de plus s'amuser d'un point de vue un peu technique. Donc voilà, on est passé sur le blog Les Lovetrotters en 2015, où on partage nos voyages, nos ressentis, nos conseils. Donc on a un gros bout quand même sur l'Europe et l'Asie. Voilà, principalement sur les destinations qu'on peut faire. Aussi beaucoup de destinations françaises, parce qu'on a pas mal vadrouillé aussi en France, on a des super coins aussi en France. Donc voilà, un blog qui fonctionne plutôt très bien. Voilà, qui nous C'est permet aussi génial. de d'avoir une source de revenus avec ce blog. Et puis après, on anime classiquement les réseaux sociaux.
qu'on a aussi depuis même avant le blog. Je crois que Instagram, je crois que je l'avais avant. Je l'avais commencé en 2013-2014, je crois. On est un peu des vieux de la vieille maintenant d'Instagram et voilà, on a pris un peu d'ancienneté sur le blog. Hein. On n'est plus des tout nouveaux, mais on aime toujours faire ça. Et bon, maintenant c'est à concilier avec la vie de famille. Et c'est pas toujours évident. Ça. Bientôt, vous allez nous proposer plein de choses autour du voyage en famille. Bah là, on revient de Martinique et on doit sortir un article sur la Martinique. Donc bon, c'est quoi? C'est le premier article avec un voyage avec un enfant en bas âge? Non, parce que on avait fait Séville, on avait fait la Grèce, mais c'est vraiment le premier voyage long courrier avec Anaïs. Hein. Ouais. Avec le décalage horaire. Ouais. Merci encore 1000 fois, Amandine, ça m'a fait super plaisir et puis également. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Adèle, un grand merci, c'était super sympa de parler de tout ça. Ça m'a fait super plaisir de t'écouter, je suis sûre que les auditeurs adoreront aussi découvrir tout ce que tu as à dire sur cette culture. Merci, salut. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.